Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de l'ICSI consacré au lien entre le Covid-19 et la gestion des risques. Alors, le Covid-19 est une crise sans doute sans précédent, du fait bien entendu de son ampleur sanitaire, mais aussi parce qu'elle bascule sur des crises de types différents. Une crise économique, dont nous ne maîtrisons pas encore totalement l'ampleur, une crise du travail, une crise du rapport managérial, du fait par exemple du développement du télétravail qui crée une certaine distance entre le manager et ses équipes. L'ICSI n'est pas un spécialiste de la gestion des crises. Nous avons, et vous le savez, une approche plutôt basée sur la prévention, puisque nous cherchons à développer la culture de sécurité dans l'industrie et dans le monde du travail. Cependant, il nous a semblé intéressant de questionner la crise du Covid sous un angle un peu nouveau, à savoir son lien entre cette crise sanitaire et la maîtrise des risques majeurs. Est-ce qu'il existe un lien? De quel ordre est-il? C'est les questions qu'on souhaite se poser. Et cette interrogation, on vous propose de la partager à travers ce qui est un élément clé de l'ADN de l'ICSI, à savoir l'échange et le partage des bonnes pratiques. C'est pourquoi nous avons voulu lancer cette première initiative autour de Covid à travers le témoignage et deux retours d'expérience de deux dirigeants qui ont eu à gérer la crise du Covid dans leur industrie, qui est une industrie à haut risque et aussi membre de l'ICSI. Je remercie encore très chaleureusement François Goulin pour EDF et Isabelle Delobel pour la SNCF. Et je leur laisse tout de suite la parole, ainsi qu'à Dounia Tazi qui va assurer le fil rouge de ce webinaire. Bon webinaire. Donc on va commencer par poser le contexte. Côté SNCF et côté EDF, donc la DPN, donc la division de production nucléaire. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Delobel, qui est directrice du programme de transformation de la culture sécurité à la SNCF et qui fait également partie de la task force spécifique à la gestion de la crise du Covid-19. Isabelle, je t'invite à ouvrir ton micro et ta caméra et à partager avec nous le contexte spécifique de la SNCF dans cette période si particulière. Merci Dounia, bonjour à tous. Alors côté SNCF, ça a été assez différent selon les secteurs de l'entreprise. On va se dire que pour tout ce qui était transporteur, voyageurs, dès la décision de confinement, il y a eu un effondrement du trafic. Juste pour donner quelques exemples, côté TGV, on était à même pas 7% de train. Je ne parle pas des voyageurs qui étaient dedans parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Et on était entre 15% dans les transports du quotidien en province et 25% en Île-de-France. Donc des chiffres très très faibles. Et on se dit notamment la longue distance. La longue distance, ça a duré jusqu'au mois de juin. Donc on a une période d'interruption qui est très longue. Pour les activités du quotidien, ça a repris à la sortie du confinement le 11 mai, mais ça fait quand même 2 mois d'interruption. Côté fret, c'est une activité qui, elle, a pratiquement pas vu son activité évoluer, c'est-à-dire qu'on est resté sur des niveaux assez élevés de 60-70% de trafic nominal. Et pour le gestionnaire d'infrastructure, on a eu aussi, dès le départ, dès le mois de mars, une réduction très forte de l'activité, puisqu'il n'y avait que les personnes qui étaient en charge de la circulation des trains et puis de la maintenance corrective qui était au travail. Et par contre, ça a repris beaucoup plus vite, puisque dès on va dire début avril, il y a des activités qui ont repris, comme la surveillance du réseau et des maintenances préventives. Donc, quelque part, une période d'interruption beaucoup plus courte que pour les transporteurs. Peut-être juste aussi pour se donner une idée, sur les effectifs présents, les effectifs opérationnels présents, il y avait moins d'1 personne sur 5, moins de 20% de personnes présentes sur site. Et là, je mets et les dirigeants et les opérateurs.
Voilà pour donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemblait côté SNCF. Merci beaucoup Isabelle. Je vais maintenant donner la parole à François Goulin. Donc François Goulin est le directeur délégué à la sûreté d'EDF DPN et précédemment il a été directeur de 2 centrales nucléaires, donc celle de Belleville et celle de Gravelines, donc Gravelines qui est la plus grande centrale nucléaire du parc français. François, à toi la parole. Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc l'impact du Covid pour la division production nucléaire, il est aussi contrasté finalement. Pour les tranches en production, bien sûr, nous avons continué à réaliser l'ensemble des activités de sûreté, de sécurité, mais aussi la production d'électricité. Et sur ces tranches en production, alors en fonction des semaines, entre 35 et 40, les activités opérationnelles, les activités de sûreté ont pu se réaliser et donc on était sur un effectif à peu près nominal. Par contre, sur l'ensemble des centrales nucléaires, nous avions aussi des réacteurs à l'arrêt pour maintenance. Et là, sur ces arrêts de réacteurs, dès le début de la crise, l'activité a été réduite, quasi stoppée. Et nous avons simplement réalisé la surveillance nécessaire à la sûreté, à l'environnement. Mais l'activité sur ces arrêts de réacteurs pour maintenance, dès l'annonce du président, a été stoppée. Et l'ensemble des intervenants, qu'ils soient EDF ou nos salariés prestataires, ont pu rentrer à leur domicile, retrouver leur famille et, en tout cas pour le début de la crise, être finalement confinés en famille. Ça a été la première semaine de la crise et donc l'effectif a baissé à environ 25-30% du nominal, ce qui pour les centrales nucléaires correspond à peu près 10 000 personnes qui travaillaient tous les jours sur les centrales. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt 30 000, 32 000 personnes qui travaillent sur nos centrales. Néanmoins, notre objectif, c'était bien sûr de fournir l'électricité cet hiver. On sait tous que pendant l'hiver, les pointes de consommation sont plus importantes. Et donc, très rapidement, au titre du plan de continuité de l'activité a repris. Et donc, dès fin mars, début avril, les effectifs qui intervenaient sur les centrales ont réaugmenté. Et donc, il faut avoir en tête que fin avril, nous étions déjà revenus à 50% de l'effectif. Et début juin, 70-80%. Et maintenant, nous sommes revenus à la normale. Donc, en fait, la crise a brutalement fait baisser les activités sur les centrales, tout en gardant, bien sûr, la production d'électricité et la sûreté nucléaire. Mais aussi, 10 jours, 15 jours après le début de la crise, donc début avril, la reprise s'est faite. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres industries, nous, la reprise, finalement, ça ne s'est jamais arrêté, à part le choc de la première semaine, je le dirais comme ça. Mais en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Et dès le début du mois d'avril, nous avons repris nos activités pour se rapprocher de l'activité courante d'un mois de mai ou de juin. Très bien, merci beaucoup Isabelle et François d'avoir posé le cadre de vos activités respectives. On va maintenant structurer ce webinaire autour de 2 grandes parties. Une première qui va être autour de la place de la sécurité pendant la crise et à la reprise. Et puis une deuxième partie qui sera autour de l'impact sur le terrain de cette crise et les actions managériales qui auront été mises en œuvre. Alors, sur chacune de ces parties, il va y avoir une question interactive, bien évidemment, témoignage de nos 2 grands témoins et une session de questions-réponses. Donc, à tous les participants, je vous invite fortement à laisser vos commentaires et surtout à poser des questions à nos invités. On aura des sessions de questions-réponses où on choisira des questions que vous aurez mis dans le chat. Donc, sur cette première partie, sur la place de la sécurité, alors on va commencer par une première question interactive. Je vais vous expliquer comment va se passer cette phase de questions interactives. Alors, pour les personnes qui se sont connectées via l'application Teams, vous allez voir apparaître sur la partie conversation
une question avec des choix de réponse et vous aurez à cliquer sur la réponse qui vous convient et ça va être directement enregistré. Pour les personnes qui se sont inscrites via l'interface web, vous allez avoir apparaître un lien. Vous allez cliquer sur ce lien, répondre. Et donc, là encore, ça va enregistrer vos réponses. Jean-Marc, est-ce que tu peux lancer les questions, s'il vous te plaît? Alors, ça arrive. Donc voilà, pour les personnes, maintenant, vous voyez dans la conversation Teams donc la question qui est apparue. Vous pouvez dès à présent choisir et donc cliquer sur l'option qui vous convient le mieux. Allez-y. Donc, allez-y. Vous pouvez dès à présent commencer à répondre en ligne pour les personnes qui sont directement connectées via Teams. On a les toutes premières réponses qui arrivent. N'hésitez pas à répondre. Et donc là, vous venez de voir apparaître le lien pour les personnes qui sont sur une interface autre ou si à un moment ça n'a pas marché, vous venez d'avoir un lien qui vient d'apparaître. Donc, vous avez le lien pour les personnes qui ont eu une difficulté. Ne vous en faites pas, tout sera consolidé, quelle que soit la manière dont vous avez voté. Donc, je vois que pour des personnes, ça ne fonctionne pas, même avec le lien. Par le lien, ça fonctionne très bien. OK, super. Donc, c'est pour ça que je vous envoie vers le lien parce que selon les interfaces avec laquelle vous l'utilisez, ça fonctionne. Je vous laisse encore quelques secondes. Allez, ben écoutez, on va arrêter cette première phase de réponse et on va voir apparaître. Tu peux valider s'il te plaît, Jean-Marc? Et donc nous avons 92 réponses. 92 réponses. Et donc, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous donner les résultats? Alors, nous
Nous avons, pour cette première question, la crise sanitaire s'est-elle traduite par une meilleure maîtrise de vos risques majeurs? Il y a eu 18 réponses dans ce sens. Une maîtrise inchangée de vos risques majeurs, 28. Une maîtrise dégradée de vos risques majeurs, 32%, 30 réponses, c'est le maximum, et ne c'est pas 17 réponses, ce qui représente 18%. D'accord, donc on voit pour cette première question, est-ce que la crise s'est traduite par une dégradation de vos risques majeurs, de la maîtrise de vos risques majeurs? Quand même, pour un bon tiers d'entre vous, vous avez ressenti une dégradation de cette maîtrise des risques. Très bien, donc on va continuer avec la suite. Quelle a été la place du service prévention ou sécurité au sein de votre entité? Les premiers benchmarks que l'on a pu faire au sein de l'ICSI a fait apparaître que globalement, on a un renforcement de la présence des référents sécurité dans toutes les instances de décision. Et puis ensuite, deux grandes options, deux grandes modalités que l'on a vu apparaître. Une première option où le service prévention a été au cœur de la gestion de la crise sanitaire. Donc ça, c'est une première option, au cœur de la crise. Et une deuxième option où le service prévention a plutôt eu une position de tête haute, avec comme objectif d'analyser les impacts potentiels des décisions sur la maîtrise des risques majeurs. Je vais maintenant, l'autre élément que l'on a pu voir sur la place de la sécurité, c'est l'impact qu'a eu cette crise sur les différents plans d'action et en particulier les plans d'action sécurité. Alors là encore, on a pu voir deux grandes tendances. Une première qui a été des entreprises ou des sites qui ont cherché à continuer à maintenir les plans d'action sécurité à tout prix. Et puis une autre tendance qui a été plus une tendance d'arbitrage pour ne retenir que les actions vitales strictement nécessaires à la maîtrise des risques majeurs. Donc après ce premier benchmark, je vais maintenant à nouveau donner la parole à Isabelle de la SNCF pour nous dire comment ça s'est passé à la SNCF, quelle a été la place de la sécurité pendant la crise et à la reprise. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous aurons une session de questions-réponses dans quelques instants. Alors, si je reprends la parole côté SNCF, on avait bien partagé que là, on parle de la sécurité industrielle qui est pour nous quelque part la sécurité d'exploitation, parce qu'il est bien évident que la partie santé au travail a été, comme tu le disais tout à l'heure, très prégnante pendant toute cette période. Moi, j'ai l'impression, un peu avec le recul, puisque je ne suis pas directement au niveau opérationnel, c'est quelque part, selon les phases selon l'avancement de la crise sanitaire, la prise en compte de la sécurité industrielle, donc d'exploitation pour nous, a évolué. Au tout début de la crise, finalement, notre sujet était comment on va travailler, comment on organise le travail, alors qu'on a beaucoup moins de monde sur site. Donc on était plutôt sur de la sécurité technique et finalement qui avait comme conséquence, dont les contraintes avaient comme conséquence de remettre en cause notre façon de travailler habituelle. Et un des exemples, c'est par exemple le travail à agent seul, où on a certaines situations de travail où on refuse de faire ce travail à agent seul en situation nominale. Et là, quelque part, vu le moindre nombre de ressources, on a été obligé de se reposer des questions sur cette sécurité technique. Après, on a eu un accident très grave, là, en début de période de confinement, qui a été l'occasion de rappeler toute l'importance de la priorité première à l'application des règles d'exploitation et notamment de la posture de redoubler de vigilance en cette période complètement atypique et différente.
Début avril, donc là, ça devait faire quand même 15 jours, 3 semaines que les équipes étaient, donc il y avait beaucoup moins de monde sur le terrain. Là, on a pris conscience qu'un certain nombre de missions du management de la sécurité, et notamment les sujets de veille, étaient, j'allais dire, avaient beaucoup plus de difficultés à se mettre en œuvre, compte tenu de la présence ou pas d'ailleurs, selon les sites, des dirigeants de proximité, soit parce que les dirigeants de proximité étaient confinés, soit parce que, compte tenu du manque de ressources, ils tenaient eux-mêmes un poste. Et donc, il y a eu toute une démarche de partage des bonnes pratiques ou des bonnes pratiques sur comment, dans la situation de travail qui était celle de l'époque, on pouvait continuer à réaliser ce regard sur la réalité de la mise en œuvre de la sécurité. Par rapport aux deux situations là que tu présentais, là on a plutôt été dans une démarche, nous, de priorisation des plans d'action sécurité, disons, de mettre le doigt sur ceux sur lesquels il fallait absolument continuer. La reprise d'activité, donc le 11 mai, a vraiment été une occasion pour toutes les sociétés d'anticiper les facteurs de risque liés à la fois à cette absence prolongée des opérateurs et puis à un fonctionnement dans un environnement particulièrement dégradé. Et notamment, on a mis l'accent sur tout ce qui était préparation des organisations de travail, que ce soit à travers de la planification du contenu de travail, à la fois dans les gestes métiers, dans l'état dans lequel étaient les équipements également. On a mis l'accent sur tout ce qui était vigilance sur la situation individuelle des personnes, soit par rapport à leur vécu personnel de la crise sanitaire, par rapport à leur situation sur les fondamentaux de leur métier, hein, que ce soit des rappels de formation, des rappels de procédures rares, de procédures récentes, et voilà. Et également sur tout ce qui était compétences non techniques, et notamment la gestion du doute. Voilà. Et puis dernier épisode, chronologiquement, mais c'est jamais fini. Le fait également que les indicateurs début juin, les indicateurs qui nous remontaient début juin en matière de sécurité, n'étaient pas, reflétaient une situation qui n'était pas bonne sur le terrain. Et donc, très récemment, au mois de juin, la décision a été prise de mettre en place un temps d'arrêt sécurité qui a pris la forme d'une demi-journée sur le terrain, d'une demi-journée pendant laquelle on consacrait spécifiquement à la sécurité pour réactiver une conscience partagée des risques et faire un zoom sur tout ce qui était respect des règles qui sauvent et des règles d'exploitation, même si, par ailleurs, on était dans un contexte où il y a un retard de production et une attention particulière sur tout ce qui est mesures sanitaires. Voilà, donc quelque part, tout au long de la période de crise, une présence différente, mais très régulière de la sécurité industrielle. Voilà pour Merci beaucoup Isabelle. François, comment ça s'est passé côté EDF-DPN ? Alors, le terme sécurité industrielle, de ma collègue de la SNCF, chez nous, sur le parc nucléaire, on parle de sûreté nucléaire. Alors, en fait, on pourrait dire qu'il y a un résultat global où finalement, sur ce deuxième trimestre, nos résultats sûreté sont plutôt bons. Bien sûr, il ne faut jamais se satisfaire de bons résultats, il faut toujours être prudent, mais on peut noter qu'au final, les résultats pendant la période de Covid sont plutôt bons.
Et en tout cas, c'est pas ce qu'on avait imaginé. C'est clairement en début de situation. Alors moi, je faisais partie des personnes dans l'équipe de crise. On s'est beaucoup posé de questions sur la sûreté nucléaire et finalement sur l'attention des équipes EDF et prestataires, sur ces enjeux de sûreté nucléaire, alors que finalement, elles étaient forcément perturbées par la situation sanitaire. Et il y avait des malades en France, autour d'eux, dans la famille, et surtout, il y avait un message très fort sur le respect des gestes barrières et sur la maîtrise finalement du virus. Ça c'est un peu, je dirais, en règle générale, voilà ce qu'il faut constater 3 mois finalement avant le début de la crise. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est que dès le début, la sûreté nucléaire a été affichée comme un des 3 finalement fondamentaux de la crise, sachant que la crise au sein du parc nucléaire, elle a été portée par le plan de continuité de l'activité, le PCA dans les jargons techniques. Et ce plan de continuité avait fixé 3 objectifs. Et le premier, c'était bien la maîtrise de la sûreté nucléaire. Le deuxième, c'était la maîtrise des enjeux sanitaires. Et enfin, le troisième, c'est finalement fournir l'électricité aux Français. Alors, ces 3 objectifs, on pourrait dire, aujourd'hui, ont été remplis. On n'a pas eu de coupure d'électricité. Et ça, on le doit à l'engagement des salariés. On le doit aussi à la mise en œuvre rapide et, j'allais dire, efficace des parades vis-à-vis du Covid-19, en particulier la distanciation sociale. Donc, rapidement, dès la première semaine, des pratiques en local ont été mises en œuvre pour garantir la séparation des femmes et des hommes avec la distanciation sociale. Donc, des protections ont été mises vis-à-vis du Covid. Des affichages ont été mis, beaucoup de traits sur le sol pour visualiser les 1 mètre de distance. Les ascenseurs, pareil, des points ont été mis de façon à bien voir tout de suite qu'on peut monter à 1 personne, 2 ou 3 ou 4 personnes. Et aussi distribution de gel, puisqu'assez rapidement, on a pu distribuer du gel. En fait, on en a fabriqué aussi dans nos laboratoires chimiques. La solution a été définie par l'OMS. Et donc, assez rapidement, finalement, j'allais dire en 1 semaine, donc fin mars, on a pu mettre en place toutes ces parades. Et ces parades ont été par ailleurs partagées avec les organisations syndicales. Et donc, j'allais dire un climat social, un climat de santé, finalement propice à ne pas oublier les enjeux. Alors, j'ai fait une grillation par le sanitaire, mais en fait, c'était important pour nous d'avoir finalement un état mental des équipes, une certaine sérénité à aller travailler, éviter le stress du Covid, et tout ça permettre ensuite de se consacrer, bien entendu, à la sûreté nucléaire. Et ça, c'était un message très fort dès le début de l'équipe de crise, qui a été de dire l'endroit le plus sûr en France doit être l'intérieur des centrales nucléaires. C'était vraiment le message qui a été passé par les services santé au travail. On voulait assurer une vraie sérénité morale, mentale, des personnes qui venaient travailler. Et je me souviens de médecins le dire, et bien sûr le penser, en disant l'endroit où les parades sont le plus respectées, c'est dès que vous venez de travailler. Et donc l'endroit le plus sûr vis-à-vis du Covid, c'est le travail. Donc ça a été l'enjeu des 15 premiers jours. Et très rapidement, moi en tant que directeur sûreté, je me suis effectivement rendu compte que peut-être on ne parlait pas assez de sûreté nucléaire. Et du coup, dès le début avril, on a réuni l'ensemble de nos directeurs d'unité, l'ensemble des directeurs sûreté du parc nucléaire français, en audio bien entendu, quand je dis réunis, et on a fait donc un comité sûreté vraiment consacré à comment réussir les enjeux de sûreté pendant cette période de Covid, dont on savait qu'elle serait longue. Et donc, dès début avril, des décisions ont été prises pour finalement mobiliser les équipes, ou continuer à mobiliser les équipes, je devrais dire, sur les enjeux de sûreté. Et 5 fondamentaux ont été mis en place qui ont fait l'objet d'explications, de portage managérial, et qui ont vraiment été rappelés dans l'ensemble des réunions managériales, dans l'ensemble des communications. Et donc, ces 5 fondamentaux sûreté, on peut dire recentrés sur des fondamentaux, ont porté, et sont toujours en œuvre d'ailleurs, parce que nous, on a considéré que la crise n'était pas terminée,
que les parades sanitaires sont toujours en place dans nos centrales nucléaires et quelque part, on se prépare déjà à la deuxième crise, à la deuxième vague, pardon, et donc on continue à porter ces 5 fondamentaux de la sûreté. Donc ça a été la phase du mois d'avril où on a vraiment poussé nos 5 fondamentaux de sûreté pour garantir finalement cette primauté sûreté pendant cette période de Covid. Et enfin, il y a une troisième phase qui a commencé en juin, qui a été de dire on ne travaille pas maintenant comme on travaillait avant. Il y a plein de choses qui ont changé. Et donc, finalement, comment on s'adapte à cette situation particulière de reprise, et même en interne, on parle des reprises, parce qu'il y a des reprises, j'allais dire sanitaires, peut-être qu'il y aura une reprise du Covid, il y a des reprises du système de formation, et il y a des reprises de l'activité industrielle. Et donc, c'est comment on s'adapte à cette période de reprise. Et là, nous avons aussi organisé un deuxième comité sûreté nucléaire avec l'ensemble des directeurs d'unité, l'ensemble des directeurs sûreté, qui a été finalement comment on s'adapte à cette période et comment on réussit finalement la sûreté dans la période de démarrage. D'autant plus, peut-être un petit peu comme a dit ma collègue de la SNCF, quand la reprise s'est faite en masse au mois de juin, on a observé quelques signaux faibles. Et donc, il a été important finalement de regarder, est-ce que nos fondamentaux de sûreté sont toujours adaptés à cette période de reprise. Donc, voilà, alors, moi, à la question, c'est est-ce que le Covid a impacté nos résultats de sûreté? J'ai répondu non, et que du coup, on a plutôt eu même des meilleurs résultats sur la période de Covid, sur cette période, j'allais dire, de mars à début juin. Et par contre, on a eu des signaux faibles au mois de juin, d'où l'enjeu finalement de s'adapter à ces reprises. Et le premier message à retenir qu'on a demandé à l'ensemble de nos directeurs d'unité, c'est on ne revient pas à la normale. Donc on ne doit pas parler de retour à la normale. C'est pas le sujet. La normale n'existera plus et il y aura finalement une nouvelle normale, une nouvelle normalité. Et quand je dis ça, c'est de dire pendant, moi j'en suis convaincu, plusieurs mois, on a à mettre en place les parades Covid. Donc c'est pas la normale. Et comment on s'adapte au fait que pendant 3 mois, il y a eu plein de bouleversements en France, je dirais, mais dans les pratiques aussi de travail. Et donc, il y a 2 tendances qui se dégagent. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de créativité pendant cette période, et comment on la capitalise et comment on la maintient dans la durée. Donc ça, c'est une première tendance. Et la deuxième tendance, c'est qu'on ne pourra pas faire tout ce qui était prévu dans les plans d'action. C'est une certitude, c'est important de le rappeler. Et du coup, comment on organise les renoncements pour pouvoir finalement faire les bons renoncements et surtout ne pas faire les mauvais. Et donc, tout un travail est en cours en ce moment pour organiser ces renoncements de façon à rendre la charge, je veux dire, la charge des équipes réaliste par rapport à la situation. Voilà. Merci. Peut-être juste terminer pour donner un ordre de grandeur du nombre de personnes atteintes du Covid, parce qu'en fait, le nombre est assez faible. Alors, ça a guidé nos décisions, ce nombre, et si le nombre avait été 10 fois plus grand, j'ai aucun doute que d'autres décisions auraient été prises, parce que finalement, la crise, il faut être manœuvrant, et on suivait tous les jours, toutes les semaines, ce nombre de malades. Et il faut avoir en tête que le nombre de malades a été, pour nous, en tout cas, production nucléaire, je vais dire faible, et heureusement pour les personnes, et heureusement pour le système global, mais on n'est jamais monté à plus de 300 malades sur un effectif de 20 000 personnes. Voilà, donc il faut avoir en tête que 300 malades, il y en a souvent bien plus dans des périodes de grippe, donc de grippe normale. Donc du coup, c'est aussi, voilà, l'impact humain a été, et fort heureusement, relativement faible. Merci François. Je propose, j'ai pas mal de questions là sur le chat. J'en ai 2 pour commencer. La première qui concerne le rôle des filières sécurité, sûreté, département HSE, c'est-à-dire ceux dans le métier de la sécurité qui ont été au cœur de la gestion de la crise sanitaire, dans le déploiement en particulier des plans sanitaires, pas des plans de continuité.
Et une des questions qui revient assez souvent, c'est des questions autour des est-ce que ces ressources ont été suffisantes en saturation, quelle a été un peu leur capacité à encaisser cet impact? Une question donc qui est posée à la fois à François et Isabelle. Pour SNCF, donc, alors, nous, on a des pôles sécurité, finalement, dans les entités à tous les niveaux, qui fonctionnent en sécurité intégrée. Donc, finalement, on a dans un même service la sécurité d'exploitation, disons celle qui est pour nous la sécurité industrielle, et puis la santé-sécurité au travail. Donc, quelque part, ils ont travaillé ensemble. On avait, j'allais dire un peu historiquement, un réseau pandémie, de correspondants pandémie qui était bien souvent adossé aux responsables santé-sécurité au travail. Donc, quelque part, ils ont travaillé ensemble. Alors, est-ce qu'ils ont été assez nombreux? Je ne sais pas dire, je sais qu'ils ont été très, très occupés, si je peux le dire comme ça, à la fois, j'allais dire, par adaptation locale des messages du groupe, finalement, qui partaient du groupe, et à la fois en soutien aux managers pour accompagner les agents qui étaient sur site pendant la période de confinement et puis qui ont repris après. Donc, très certainement une sollicitation forte de ces équipes. Ouais. François, comment ça a été côté EDF en quelques mots? Oui, c'est une sollicitation très forte de ces équipes. Et alors, au final, ils ont été globalement suffisamment nombreux, j'allais dire tout simplement parce que des renoncements ont été faits sur des programmes d'action pour se concentrer finalement à la situation temps réel du Covid. Donc, une surcharge au début de la crise et une régulation assez rapidement par une priorisation sur les enjeux sanitaires ou sécurité. En ce qui concerne la sûreté nucléaire, globalement, la charge a été comme d'habitude, c'est-à-dire les évaluations de sûreté nucléaire se sont faites, les activités se sont faites, d'autant plus que ces personnes ont tous travaillé puisqu'elles étaient requises au titre du plan de continuité d'activité. Merci. Alors, il y a pas mal d'autres questions, mais on le garde pour la deuxième séquence de questions-réponses. Le temps passe et je vous laisse ouvrir la deuxième séquence d'intervention. Donc, on va passer maintenant à la deuxième grande partie de ce webinaire qui est autour des impacts sur le terrain. Alors, quelques éléments qui ressortent des premiers benchmarks que l'on a pu avoir, c'est tout d'abord des séquelles humaines et sociales et qui ressortent à travers le fait qu'il y a eu une cohabitation, en particulier dans la période de confinement, de 3 grandes familles, des personnes en intervention sur site, d'autres personnes qui étaient en télétravail et enfin une 3e famille donc de personnes qui ont été à la maison en activité partielle. Donc déjà ces trois familles, la manière dont elles ont vécu cette période particulière a été différente. 3e élément que l'on a pu faire ressortir du premier benchmark, c'est une présence managériale qui a été fortement renouvelée, je dirais, avec certaines activités classiques où il y a eu une baisse, en particulier une baisse des visites de sécurité. Et 2e élément, il y a eu une modification de l'accompagnement managérial avec finalement, même si ça s'est fait à des moments à distance, une proximité plus grande avec les équipes pour les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques. Et ce qui a pu également être identifié, ça a été une augmentation des temps de coordination et donc beaucoup plus de temps aussi passé dans différentes audios par exemple ou de réunions Teams pour assurer la coordination. Alors, on va passer à une nouvelle question interactive. Alors là, cette fois-ci,
on va avoir uniquement le lien. Donc, vous allez avoir le lien et vous allez pouvoir maintenant répondre à la question qui est autour en matière de sécurité. Comment est-ce que la crise du Covid a pu être appréhendée? Donc, je vous laisse répondre, là, cette fois-ci, sur le lien que vous venez donc de voir apparaître au niveau du chat. Est-ce que cette crise de Covid a-t-elle renforcé l'action des managers? Est-ce qu'elle l'a diminuée? Est-ce qu'elle l'a laissé inchangé? Donc, je vous laisse répondre. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. On voit arriver les réponses. Allez, encore 5 petites secondes et on va demander les résultats. Donc cette fois-ci, nous avons 88 réponses, donc avec une très forte majorité, donc 70% des réponses, c'est renforcer l'action des managers. Donc en matière de sécurité, la crise du Covid, elle a renforcé l'action des managers. Ensuite, sur la réponse diminuer l'action des managers, c'est vraiment très faible, 9%. Laisser l'action des managers telle qu'elle, c'est 15% et ne c'est pas 5%. Donc une très très forte majorité, 70%, ça a renforcé l'action des managers. Merci beaucoup Jean-Marc. Un dernier élément, donc on a vu l'action managériale, parlons un tout petit peu des pratiques de fiabilisation. Vous savez, ces pratiques opérationnelles qui sont au service du travail bien fait, en sécurité, et qui permettent une bonne conscience de la situation réelle, l'anticipation des risques et puis la vigilance et la synchronisation des acteurs. Les premiers benchmarks nous font apparaître que les briefings ont même été renforcés, alors même qu'ils ont souvent été réalisés au téléphone ou en tout cas à distance, que également il y a eu une augmentation de la communication sécurisée puisque cette communication se faisait à distance, donc il y a eu un effort de sécurisation de cette communication, et qu'enfin il y a eu également une valorisation de la minute qui sauve ou de la minute d'arrêt. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos exemples et commentaires dans le chat. Et je vais à présent à nouveau donner la parole dans un premier temps à Isabelle pour nous dire comment ça s'est passé au niveau de la SNCF, au niveau du terrain. Alors, sur le terrain, côté présence des managers, on a quand même eu des situations très variables selon les sites. À certains endroits, il y avait une présence très rapprochée des managers vu le peu d'opérateurs présents. Et à d'autres endroits, il y avait au contraire une présence, j'allais dire, faible, soit parce que le manager était confiné, soit parce qu'il était mobilisé sur un poste opérationnel. Donc c'est vrai que l'accompagnement était très différent. On a également, j'allais dire, rencontré la concité, c'est-à-dire quelque part un lien de proximité, même à distance, le lien de proximité avec les opérateurs, je pense que ça a été renforcé également par le fait que dans certains services, on a cherché à associer d'autres personnes. Il n'y avait pas que le seul dirigeant de proximité qui gardait ce contact. Voilà, notamment certains pôles sécu ont pu être associés. On a également constaté le fait que tout ce qui est standard sécurité, notamment le briefing, avec des formes réinventées compte tenu des circonstances, s'est fortement développé
en quantité, mais surtout en qualité, dans sa complétude, dans son souci d'être bien compris par tout le monde. Également la tournée terrain. La tournée terrain a été bien réinstallée, je dirais un peu en lien avec la veille, dans la mesure où la posture était plutôt celle d'une tournée terrain, mais qui avait le même objectif, c'est-à-dire d'accéder à la connaissance de la réalité de la mise en œuvre des mesures sécurité. On a également eu l'occasion ou l'opportunité, finalement, comme dans toute cette crise Covid, la connaissance des sujets était quand même, on avançait en marchant. Finalement, les équipes opérationnelles ont eu beaucoup plus d'autonomie et se sont beaucoup plus prises en main pour adapter à leur contexte spécifique les mesures génériques qu'on pouvait édicter au niveau national. Et donc finalement, ça a donné une implication des opérateurs qui était plus forte que d'habitude. Et je pense que c'est certainement un point qu'il faudra essayer de conserver au-delà de la crise. Et puis peut-être un dernier point qui est l'association localement des représentants locaux des CSE qui ont bien souvent eu un rôle très présent dans la mise en place des mesures locales et avec un travail beaucoup plus en transparence et dans la responsabilité que ce qu'on peut avoir sur les sujets traditionnels. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. François, en quelques mots, comment ça s'est passé à la DPN? Alors, sur les managers, on va résumer, je pense, comme ma collègue de la SNCF, les managers en sortent grandis et beaucoup plus responsabilisés et beaucoup plus autonomes. Finalement, je pourrais dire les mêmes mots, mais on comprenait la situation en marchant. Il y avait quelques décisions prises au niveau national par l'équipe de crise, mais finalement, le besoin rapide d'efficacité sur le terrain pour répondre à l'inquiétude légitime, en particulier les premières semaines des salariés, des organisations syndicales, du comité social d'entreprise, entraînait beaucoup de créativité sur le terrain, beaucoup de pratiques, dont certaines aujourd'hui, on peut dire, sont des bonnes pratiques. Et donc, finalement, ça a laissé vraiment l'autonomie des idées des salariés et la nécessité faisant foi, finalement, le manager laissant faire la créativité et nous, au national, laissons faire la responsabilité locale, finalement, sur la mise en œuvre pratique de la décision. Et ça, c'est vrai. Enfin, c'est la bonne surprise de la période de crise sur le fait que le manager a vraiment retrouvé une place finalement de coach, de coach par rapport à ses équipes, où ces équipes, face à des problèmes, trouvent des solutions et le coach aide à mettre en œuvre ces solutions. Ça a aussi été l'occasion de simplification des lignes de décision. Ça c'est vrai, mais aussi de processus organisationnels qui finalement, étant déjà à la base, je dirais un peu compliqués, complexifiés par les parades Covid, on a été obligé de simplifier finalement un certain nombre de processus pour les rendre réalistes, réalisables, finalement, j'allais dire acceptables, mais en tout cas possibles. Donc ça a été aussi l'occasion de simplifier des processus opérationnels, tout simplement au début pour limiter les contacts, pour limiter les interfaces, pour par exemple la signature électronique. Je me souviens en tant que directeur d'unité avoir poussé ça et finalement au bout de 6 mois, 1 an, avoir peu obtenu de signature électronique, plein de gens expliquant que le papier c'est vachement bien. En 15 jours, la division de production nucléaire est passée à la signature électronique. Voilà. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire en peut-être 1 ou 2 ans, en 15 jours, aujourd'hui, on signe un document de façon électronique. Je n'ai plus signé un parapheur depuis début mars. Et je n'ai pas l'intention de changer. Donc voilà, donc
beaucoup de créativité, beaucoup de responsabilité locale, et puis vraiment des bonnes choses finalement mises en œuvre pour répondre finalement à la contrainte crise et à la contrainte Covid. Et enfin, je terminerai néanmoins dans cette phase d'aujourd'hui, les phases de reprise, les phases de retour d'expérience. Il va aussi falloir faire le tri parce qu'il y a des pratiques qui ont été mises en œuvre, qui ont des conséquences, j'allais dire, un peu négatives. Et donc, on a tout un travail en cours de faire le tri, c'est-à-dire pérenniser les bonnes choses et parfois arrêter des pratiques. Je prends un exemple, ma collègue tout à l'heure parlait de briefing adapté. Donc nous aussi, on a adapté les briefings, en particulier les équipes n'étaient pas forcément au même endroit et étaient en audio. On sent bien quand même que pour des équipes très opérationnelles, en particulier celles qui sont au cœur de la centrale, c'est quand même une bonne pratique de briefing d'avoir tout le monde. Peut-être ça garantit l'attention de tout le monde, parce qu'on sait tous qu'en audio, parfois, on fait peut-être autre chose que écouter le briefing. Et donc voilà, donc on sent qu'il y a cette pratique du briefing. Alors je parle du briefing collectif, là je parle pas du pré-JB qui est plutôt à 2-3 personnes, mais briefing collectif de l'équipe, le moment en début de quart où l'équipe se fixe les ambitions du quart, les objectifs du quart, rappelle les fondamentaux de sûreté ou de sécurité. Ce briefing, il est quand même finalement mieux en physique. Donc ça, c'est une pratique qu'on ne gardera pas. Alors, on la garde en période de crise et Covid, mais quand la crise sera terminée, c'est une pratique qu'on voudra arrêter. Merci. Pas mal de questions. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Une première posée par Alexis, mais qui rejoint d'autres qui ont été posées par d'autres. Est-ce que pendant la crise du Covid, au regard des enjeux sécurité, et notamment sécurité industrielle, risque majeur dans vos deux entreprises, l'orientation prioritaire a été de mettre en œuvre et d'assurer la mise en œuvre des règles et des réglementations, un peu dans une logique de conformité aux règles avec traitement des écarts. Et question subsidiaire, est-ce que vous avez eu le temps et est-ce que vous avez été attentif à aussi rechercher des causes profondes, sans chercher les coupables, mais pour identifier des tendances lourdes qui vous permettraient de mieux gérer la prochaine crise? François, pour commencer, puis Isabelle après. Je dirais que sur les règlements, enfin, j'allais dire bien sûr, sur le réglementaire, bien sûr, il n'y a pas eu d'adaptation. Les règles de sûreté réglementaire qui déclinent la réglementation, qui déclinent les exigences de l'autorité de sûreté nucléaire, n'ont pas fait d'adaptation. Mais on ne s'est même pas posé la question, donc ce n'était pas le sujet. On doit exploiter en toute sûreté, en fonctionnement normal, comme en crise Covid. Et donc, je dirais, il n'y a eu aucune adaptation des règles réglementaires. Par exemple, l'effectif minimal qui est requis pour la sûreté nucléaire, imposé par l'autorité de sûreté nucléaire, ou en tout cas validé par l'autorité de sûreté nucléaire, a toujours été respecté et ça faisait partie des fondamentaux. Et donc, un exemple très concret, quand il y avait un malade dans l'équipe, alors bien sûr, on traitait les cas contacts, donc ça pouvait faire 3-4 personnes en moins dans l'équipe, mais immédiatement, ces personnes étaient remplacées par des personnes en renfort qui arrivaient de chez eux. D'ailleurs, pour information, on a modifié les roulements des équipes de quart de façon à avoir des personnes en renfort disponibles à la maison, qui étaient payées à attendre à la maison et disponibles si jamais on avait besoin d'eux. Donc ça, c'est forcément des choses nouvelles qu'on n'avait jamais faites, mais c'était important pour nous, pour respecter ces fondamentaux de sûreté complètement liés à la réglementation. Après, je dirais, on a d'autres exigences qu'on appellerait chez nous des exigences managériales, c'est-à-dire qui ne déclinent pas la réglementation, qui sont des décisions de chefs, de directeurs. Moi-même, j'en ai pris forcément beaucoup. Là, je dirais qu'il y a eu de la sélection. Je pense que la crise, un peu nécessité faisant foi, a fait de la sélection dans ces règles. On va appeler ça de la sélection naturelle, mais il y a eu de la sélectivité dans les règles. Et clairement, au titre du retour d'expérience, ça m'interpelle en tant que directeur et ça doit nous interpeller tous. Et donc, on sent bien qu'il y a des règles, il va falloir qu'on arrête de dire que c'est une règle, parce que finalement, sans cette règle, ça marche très bien et parfois, on est même plus performant. Donc,
j'en reviens un peu au retour d'expérience finalement en disant ça. Et donc, on a lancé dans toutes les équipes, dans tous les métiers, alors on le fait par une vision métier, la maintenance, la conduite, les ingénieurs sûreté, les ingénieurs préventeurs. Finalement, c'est quoi les 5 à 10 bonnes pratiques qui ont été finalement créées pendant la crise, avec un objectif à la rentrée, d'ici la fin de l'année, j'allais dire, de pérenniser ces bonnes pratiques, et y compris d'adapter les règles, hein, faisant partie parfois, voilà, parfois on sent bien que ces règles internes sont pas toutes toujours pertinentes, d'autant plus que je pense que c'est une évidence de le dire, mais j'allais dire EDF ou le parc nucléaire a été quand même très créatif dans l'établissement de règles, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un besoin de simplification. Donc c'est aussi une opportunité au titre de la simplification. Merci. Isabelle, quel est l'état de la situation de la SNCF sur ce point que vous avez pu observer? Ouais, sur la partie application des règles, on a effectivement fait partie des entreprises qui ont rappelé régulièrement, notamment compte tenu du contexte, l'importance de l'application des règles, même si, comme je l'ai dit au début, il y a des situations de travail qui ont nécessité d'adapter les règles habituelles de par le fait qu'on n'avait pas les mêmes ressources disponibles. D'ailleurs, ça va dans les deux sens parce qu'il y a certaines règles, par exemple, je pense à la protection des agents là sur le réseau. On a pu être encore plus protecteur au prétexte qu'on était dans un contexte très perturbé. Et par rapport aux règles sur l'incidentologie, bon, ça commence tout juste. On retrouve, je dirais quelque part, on n'est pas surpris par les motifs qui ressortent à majeur, puisqu'on retrouve des causes qui sont liées au contexte opérationnel qui n'est pas standard, hein, qui est adapté, à une gestion du doute, entre guillemets, perfectible par les opérateurs, et puis à, j'allais dire, une solidité ou une fragilité des opérateurs sur les fondamentaux de leur métier, disons, sur les procédures métiers, ce qui est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles c'était un des points majeurs sur lesquels on insistait à la reprise. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions en rebond à ce rapport à la règle, certains faisant le parallèle avec l'irresponsabilité de certains comportements dans le civil en période de déconfinement. Est-ce que l'industrie n'aurait pas les bonnes pratiques à partager avec la société civile? D'autres qui posent des questions sur le rapport au risque Covid par rapport au rapport avec d'autres risques majeurs. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'il y a eu un impact? Beaucoup d'interventions aussi sur la conversation sur l'état des lieux à l'international sur cette question, notamment les régulateurs dans le nucléaire qui ont eu des postures parfois un peu différentes. Donc je vous conseille de regarder le chat parce qu'il y a eu des compléments intéressants et d'autres questions qui seront toutes répondues. Isabelle et François ont gentiment donné leur accord après coup. Vous retrouverez donc ça avec le webinar que vous pourrez retrouver sur la page, la chaîne YouTube de l'ICSI. On vous enverra cette information. Et il y aura aussi des réponses à toutes les questions qui ont été posées parce qu'il y en a beaucoup très, très intéressantes. C'est le moment maintenant de conclure ce premier webinaire. On ne peut pas conclure les sujets que nous venons d'ouvrir et c'est justement l'occasion pour moi de vous dire que c'est une première initiative qui sera suivie de beaucoup d'autres puisque l'ICSI lance une campagne autour de cette question Covid et gestion des risques majeurs. Il va y avoir à partir de la rentrée tout un ensemble d'initiatives qu'on peut résumer en 3 grandes lignes de travail.
Une première qui a été initiée aujourd'hui, qui vise à proposer une sorte d'observatoire du lien entre Covid et gestion des risques à travers des retours d'expérience d'autres entreprises, d'autres dirigeants vont partager ce qu'ils ont vécu. On pourra aussi partager des suivis en temps réel que l'ICSI a eu la chance d'effectuer avec certains de nos membres, je pense à EDF dans le nucléaire, pour observer ce qui se jouait dans la relation entre le Covid et les risques majeurs. Et bref, vous voyez à travers cet observatoire, c'est la volonté de pouvoir vous proposer un benchmark. L'ICSI est une plateforme d'entreprises et de parties prenantes très différentes et mêler ces expériences, ces cas concrets va nous permettre éventuellement d'avoir un benchmark intéressant, quitte à identifier des tendances lourdes. Donc il y a cette première ligne sur l'observatoire Covid. Il y a une deuxième ligne qui est plus prospective à travers des outils assez classiques au sein de l'ICSI, les groupes d'échange. Donc on va lancer à la rentrée on commence déjà à y travailler à travers un groupe de travail sur le Covid et la gestion des risques, qui sera suivi d'un groupe d'échange. Ceux qui connaissent l'ICSI connaissent bien la centralité des groupes d'échange à l'ICSI, pour interroger les pratiques de gestion de risque à l'aune de ce que nous apprend le Covid. Donc ça va peut-être faire émerger des thématiques qu'on connaissait, mais qui reviennent sur le devant de la scène, comme la résilience des organisations pour un bon niveau de sécurité, comme quel type de leadership est-il nécessaire en matière de sécurité face à une telle incertitude? Est-ce que les modèles de sécurité sont-ils adaptés? Bon, bref, vous voyez tout un ensemble de sujets qui va nous permettre éventuellement, en partageant les expériences et les pratiques, d'identifier des nouvelles pratiques, en quelque sorte la sécurité de demain, pour paraphraser ce qui se dit sur le monde de demain. Et il y aura en parallèle un travail très intéressant aussi de la FONCSI, la Fondation de recherche, qui va avoir à travers d'autres modalités, va interroger des experts internationaux pour essayer d'identifier les grandes tendances que la crise du Covid fait émerger, et avec une posture internationale, puisque cette vision sera faite au plan niveau international. C'est justement l'international, la troisième ligne de travail, essayer d'avoir un regard beaucoup plus international sur cette question, notamment en nous associant à deux réseaux de premier plan internationaux qui sont le réseau Resilience Engineering et le réseau Natural Decision Making, et sur lequel qui va amener à avoir des webinars et d'autres formules. Donc bref, ce webinar n'est que le premier d'une série qu'on va vous proposer, à la fois sur des retours d'expérience, sur des regards d'experts, sur des retours des travaux de l'ICSI. Et vous allez très prochainement avoir ce programme que vous pourrez suivre, sur lequel vous pourrez vous inscrire sur le site de l'ICSI. Regardez le LinkedIn de l'ICSI, abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas le cas, regardez le site, ça va apparaître très rapidement et vous pourrez suivre tous ces éléments. On vous attend nombreux pour cette campagne, et plus on partagera les questionnements, les expériences, plus nous pourrons progresser ensemble et créer une culture de sécurité plus solide. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. On espère vous retrouver dans d'autres initiatives. En attendant, on vous remercie très chaleureusement pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Au revoir.